Il est là avec moi, Georges Goma, tout tranquille. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Comment vas-tu? Je vais bien. Content de revoir ton sourire. C'est Caro. pareil pour toi Georges. Merci. Un petit peu déçu au début parce qu'on voulait parler, et on va le faire quand même. On va le parler d'éducation. Tu travailles toujours très fort pour tes chroniques et on avait une invitée qui malheureusement ne pourra pas être là. Madame Marie-Louise Angot, qui est une écrivaine et qui est une enseignante également, qui est aussi activiste politique et qui est installée à Londres, devait être avec nous aujourd'hui. Puisqu'elle s'y connaît très bien dans le domaine de l'éducation, mais malheureusement, elle a eu, n'est-ce pas, au dernier moment, une contrainte professionnelle qui la laisse clouer à son poste de travail à l'heure, n'est-ce pas, de notre chronique. Comme c'est pas en différé, c'est en direct, alors elle a essayé de tout faire pour essayer de déplacer. C'est le milieu de la journée en Angleterre, à Londres, on est quoi? On a 6 heures de décalage. 5 heures de décalage. 5 heures de décalage. Donc, voilà. Mais elle sera avec nous à notre prochaine chronique. Là, elle a dit que, en tout cas, de toute façon, elle prendrait toutes ses dispositions pour être là. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, on va tout de même parler d'éducation en Afrique. Ah oui. Parce que je pense que toi et moi, plus spécifiquement, je connais pas. Ce que je connais de l'Afrique, c'est pas mal toi qui m'en parle et qui nous en parle à nous, les auditeurs. Mais donc, l'éducation en Afrique qui... Parfois, tu le dis, hein, on a déjà parlé, il me semble, des universités, des grandes universités africaines, l'exode des cerveaux, toi-même qui n'a pas étudié. qui me va, en fait, on peut pas dire le mot vadrouiller, mais en fait, qui me trimballe un peu partout dans le monde. Si je pense que l'éducation était comme on pouvait. Mais elle peut être aussi de qualité, mais c'est la gouvernance, l'éducation quand même en Afrique qui pose beaucoup plus de problèmes. Et puis d'emblée, disons quand même que dans toutes les sociétés, quand même, le rapport qu'il y a entre l'éducation et le monde et la sphère économique. Vous voyez, on forme des gens, on forme des experts qui feront marcher la dynamique économique. Donc il y a un rapport étroit entre la sphère de l'éducation et la sphère de la production économique. Voilà. Parce que si vous avez un système éducatif qui produit des gens de piètre qualité ou qui n'en produit pratiquement pas, alors qu'est-ce que vous voulez, quel type de système économique voulez-vous avoir? Donc il y a tous ces problèmes. Il y a aussi des problèmes qui sont liés quand même aussi au contenu même de l'éducation, Caro. Le contenu de l'éducation, c'est quand même quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? À commencer par cette éducation purement primaire. Ça commence par là. Et je pense quand même que pour avoir une bonne éducation, il ne faut pas rater les débuts. Mais ne pas rater les débuts, c'est prendre en charge, n'est-ce pas, l'éducation primaire. Parce que un enfant est comme, je prends cette image-là, dans le cerveau, c'est un peu comme les tiroirs. On sort les tiroirs et on pose des choses là-dedans. Et si le moment où on pose des choses là-dedans, les choses sont patatras, comme on peut le dire, ça se sentira à la fin. C'est-à-dire une bonne éducation, des programmes scolaires bien adaptés aux réalités de la société. Donc, il est question des commissions scolaires. Tu vois très bien ici les commissions scolaires, la gouvernance. Plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Alors, c'est comment, Caro? Tu sais, on a aboli les... écoute, je sais plus. L'idée, c'est ça. Moi, je suis de la génération des commissions scolaires, mais c'est une réforme scolaire, mais ça... Voilà. Aux États-Unis, ils appellent ça Education Board. Tu vois? Voilà, donc c'est toute une dynamique, c'est toute une gouvernance. Voilà, c'est toute une gouvernance. Alors que en Afrique, bien sûr, il y a le ministère de l'Éducation qui est là. Le ministère de l'Éducation, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation fait pour le système scolaire? Et aussi, puisque c'est l'État qui donne le ton, quels sont les budgets qui sont alloués au système scolaire? À regarder un peu à la loupe, Caro, l'éducation, c'est curieux ça, que l'éducation et la santé soient les parents pauvres des budgets en Afrique.
Oui, mais l'éducation aussi, ça s'explique. Hein? Quand on veut diriger d'une main de maître un pays, on n'a pas intérêt à ce que les gens soient éduqués. Ah, ben hein? voilà. L'éducation, c'est aussi la libération d'un peuple. Ça peut. Ah ben oui, absolument. Oui. Mais ça, tu mets le doigt sur quelque chose à laquelle je n'avais même pas pensé. Et tu connais notre combat, toi et moi également. Pour la démocratie en Afrique, où c'est truffé, n'est-ce pas, de dictature, et qui n'aimerait certainement pas que les gens soient instruits, parce que être instruit, c'est se poser des questions. Voilà. Mais ces gens-là n'aiment pas qu'on pose des questions. Ils veulent des gens, et puis ben voilà, c'est ça. Et puis il y a des chiffres aussi, Caro. Les chiffres, c'est quoi? C'est de dire que dans les 77 millions d'enfants non scolarisés dans le monde. C'est quand même beaucoup, 77 millions. Oui, énormément. Oui, mais quand on voit au niveau du monde, et la part de l'Afrique dans tout ça. Et ça, les textes montrent que, non, mais sur les 77 millions, mais 50% sont en Afrique. Ah oui. Vous voyez? 50% en Afrique seulement. En Afrique subsaharienne. Donc, c'est quand même des statistiques qui posent à réfléchir, quoi. Et il faut changer cet état de choses. Et pour changer cet état de choses, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Il suffit simplement de redonner à l'éducation la place qui leur revient. Oui, voilà. Parce que bon, il y a une dimension citoyenne à l'éducation également. Voilà. Le taux de scolarisation, quand on regarde à la loupe, bon, mais moi, comme tu sais, je viens du Congo-Brazzaville, il est arrivé des moments dans les années, jusqu'aux années 70. Le Congo-Brazzaville avait les taux de scolarisation les plus élevés en Afrique. On avait pratiquement atteint 100% de scolarisation primaire, entendu. Oui. Parce que, voilà, l'éducation, c'était une obligation pour tout le monde. Obligation pour tout le monde. Mais quand tu vas dans les pays comme le Sénégal, c'est complètement le contraire. Hein? Au Sénégal, j'étais pourtant un pays, un grand pays en Afrique, mais quand on m'a dit que non, mais le taux de scolarisation au Sénégal est très bas, très bas. Ah ben tu m'étonnes là quand même. Oui, absolument. J'aurais cru le contraire. Voilà, j'ai ma nièce qui fréquente à Dakar au Sénégal, qui me l'a confirmé que non, mais tonton, oui, mais les enfants ne vont pas à l'école ici. Et puis cette histoire des écoles coraniques aussi, les écoles coraniques qui vendent des écoles coraniques, ainsi de suite. Mais qu'à cela ne tienne, bon, il faut vraiment revoir l'éducation en Afrique. Et puis cette affaire de l'hyper-centralisation des décisions pédagogiques. L'hyper-centralisation, c'est-à-dire que les décisions, ce sont toujours, c'est le ministère. Voilà. L'éducation n'est pas, comment je peux dire ça, une affaire, comment je peux dire ça, une affaire gérée par tout le monde, ça devait être comme ça. Hein? Déjà, le gouvernement qui ne met pas l'argent qu'il faut dans l'éducation. Je l'ai dit, l'éducation, la santé, les choses les plus essentielles quand même sont les parents pauvres des budgets d'État. Alors, si en plus il y a une hyper-centralisation des décisions qui sont liées au développement de la pédagogie ou de l'école, disons, de l'école en Afrique, écoute, que voulez-vous que cette éducation soit à la fin, quoi, tu vois? Et qu'en est-il, Georges? Parce que déjà, au primaire, bon, ça semble à la fois, dépendamment des pays, obligatoire ou non, mais de toute manière sous-financé. Mais alors, quand on a appris à lire, à écrire, à compter, les bases, là, si jamais on va à l'école, qu'en est-il de l'éducation supérieure là, pour former des cadres, des médecins, des professionnels? Écoute, là, tu amènes, je pense, quand je disais au départ qu'il faut pas rater les débuts, c'est-à-dire les bases de l'éducation à l'école primaire, mais après aussi, il y a l'éducation universitaire, comme on le dit. Voilà. Mais l'éducation universitaire a ceci de particulier que, écoute, tu ne vas plus à l'école pour emmagasiner des connaissances. Puisque les fameux tiroirs dont je parlais là, les tiroirs sont déjà remplis, les bases sont déjà là. Mais à l'université, en principe,
les gens, les étudiants deviennent des acteurs dans la structuration de leur intelligence. Ouais. C'est-à-dire que c'est à l'université qu'on apprend à créer. C'est à l'université qu'on devient des experts en tant que tels. Bon, le problème de l'université en Afrique, évidemment, comme tu dois le savoir, c'est déjà, il y a pas, quand tu vois le classement Schengen des grandes universités dans le monde, mais l'Afrique est dans le peloton de queue. Ouais. Et généralement, on voit les pays comme l'Afrique du Sud qui est bien placé, l'Égypte qui est bien placé, l'Algérie qui est bien placée, le Ghana aussi qui monte. Ah bon, mais... Ah oui. Bon, alors ça peut servir d'exemple. C'est déjà... mentionner quand même. Voilà, mais surtout l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui sont de caracol en tête. Mais sinon, les autres universités, ma foi, c'est les bons derniers. Et puis aussi, ma foi, la démocratie et l'éducation supérieure, ça va ensemble également. Ben oui. Les années blanches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les universités africaines, mais chaque fois, c'est des années blanches. Mais pourquoi? D'où viennent des années blanches? C'est parce qu'il y a un secteur qui ne fonctionne pas. Voilà. Et puis aussi, ma foi, l'université, en principe, il y a une autre chose qui marque l'université africaine, au sud du Sahara, fondamentalement, c'est d'être trop dépendant des réalités d'ailleurs. C'est-à-dire que les programmes scolaires, les programmes académiques, tout ça, c'est importé. Nous continuons à lire Max Weber, Émile Durkheim dans les universités africaines. C'est-à-dire que, finalement, les gens vont apprendre des réalités. Mais un programme a une âme. Un programme a une âme de la société dans laquelle on se trouve. Mais si les réalités sociales sont par trop différentes, ça crée quand même une incohérence. Je dis pas qu'il faut pas articuler les choses. Mais quand même, il faut voir quels sont dans une réalité sociale. Bien adapté. Quels sont les problèmes qu'il y a en Afrique qui ne se trouvent pas, n'est-ce pas, en Occident, par exemple. Exactement. Et on peut partir, n'est-ce pas, de ces programmes occidentaux et les adapter au mieux. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. La roue a déjà été découverte depuis très longtemps. Même le micro que j'ai là, c'est une application de la roue parce que c'est rond, c'est cylindrique. Mais tout ce qui est cylindrique, qui permet de faire des choses, c'est la découverte de la roue. Voilà. Mais puisque la roue a été déjà découverte, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer dans les usages. Alors il faut les garder aussi, ces gens-là, à partir de l'école primaire. Bon là, je sais pas, dépendamment des pays, dépendamment même en Europe, c'est très différent. Là, on va au secondaire, il y a des transitions. Si on réussit à aller à l'université, il faut quand même y aller à l'université et non pas comme toi et plusieurs autres. Avec raison. D'ailleurs, vous êtes allé étudier en France en général. Je dis la France, mais ça pourrait être un autre pays. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui vont en France, au Canada, en Europe. Il faut les garder, ces cerveaux-là. On parlait de l'exode des cerveaux en début de chronique. Les gens qui sont suffisamment éduqués pour vouloir une bonne éducation ne resteraient probablement pas en Afrique. Mais c'est tout le piège. Il est là. Mais figure-toi que moi, ça me plairait bien de la roue. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais figure-toi que moi, ça me plairait bien de repartir en Afrique, aller essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en Afrique, mais tel que ça y est là. Mais on se pose des questions. Parce que de notre côté, dans le cycle de vie d'une personne, quand même, l'entrée à l'université correspond quand même à beaucoup de choses dans la transition dans la vie de quelqu'un. Le cycle de vie, c'est-à-dire la naissance, l'enfance, l'adolescence, qui est une période dévolue aux apprentissages, et puis à partir de 18 ans, 20 ans, ça dépend à quel âge est-ce que tel ou tel pays met la majorité, ça correspond, c'est pas aussi mécanique que ça, mais dans les représentations, c'est que à partir de la majorité, quelqu'un peut se marier, quelqu'un peut aller travailler, voilà, c'est une grande transition qui vous permet de rentrer dans la vie active en tant que telle. Or, si cette vie, quand les gens viennent ailleurs, partent d'Afrique, et de plus en plus, les gens demandent de partir en Afrique. C'est cet exode-là qui fait l'exode des cerveaux. Et puis les gens qui viennent,
en Occident aussi, il y a une autre réalité, Caro, qu'on ne voit pas sensiblement tous les jours, mais c'est la question de la démocratie, la démographie déclinante en Europe. Au Québec, par exemple, de plus en plus, il y a un problème lié à la démographie, c'est-à-dire que il y a le vieillissement de la population. Donc, ces gens qui partent d'Afrique et généralement qui arrivent en Occident et qui terminent leurs études, ce qu'ils font, les étudiants africains persévèrent à l'école, à l'université. Ouais. Il y a même des écoles doctorales où on ne trouve que des étrangers. Parce que le jeune Québécois, quand il a terminé sa maîtrise, généralement, il trouve du travail assez facilement. Ce qui n'est pas la même chose pour les Africains. Tu peux avoir une maîtrise, mais des problèmes d'insertion professionnelle pour les Africains ou bien pour d'autres étrangers, c'est beaucoup quand même un peu plus difficile que les autres. Mais maintenant, comme on n'arrive pas à trouver du travail juste après la maîtrise ou bien après le baccalauréat, mais qu'est-ce qu'on fait? Je vais continuer à l'école. Il continue à l'école et on va jusqu'au doctorat, parfois des petites bourses qu'on a par-ci, par-ça, ça permet de vivre également. Et à la fin, on sort, on est un grand expert, on est un docteur en ceci, en cela, même si après il y a d'autres problèmes encore pour rentrer dans le marché du travail, parce que vous êtes trop diplômé, trop qualifié, on connaît ça. Mais malgré tout, le degré d'organisation des sociétés occidentales fait que on laisse jamais les gens à côté de la route. Donc la vie qu'on fait ici à comparer à la vie qu'on peut avoir en Afrique, le choix est vite fait. Et puis les gens, ma foi, oui, tu trouves du travail, tu rentres dans la vie professionnelle, tu fais aussi des enfants. Et ces enfants que tu fais, c'est des enfants qui grandissent, qui ont des droits ici, qui ont le droit du sol, et ainsi de suite. Et donc, la question de retour en Afrique devient davantage problématique parce que tu as des enfants qui sont des citoyens auxquels tu dois veiller, n'est-ce pas, à leur épanouissement. Tu vois? Et en plus, quand tu regardes aussi la mauvaise gouvernance des systèmes éducatifs en Afrique, ça ne t'incite vraiment pas à y retourner, quoi, parce que ça devient presque un suicide, entre guillemets, en tant que tel, de repartir là-bas. Et en tout temps, l'Afrique perd aussi, quand même, perd beaucoup de la fuite des cerveaux. C'est exactement ça, Caro. Il faudra un gros coup de barre, là. Il faudra un grand coup de barre, de sorte que, évidemment, la gouvernance de l'éducation en Afrique soit un secteur de pointe et qu'on mette les moyens qu'il faut, évidemment, pour que l'éducation en Afrique soit une éducation attractive et surtout qu'on ait des formations adaptées, des universités aussi, des universités professionnelles, plus professionnelles, concrètes, adaptées aux problèmes de terrain. Exactement. Voilà, des lycées techniques. Que l'Afrique développera ses propres spécialités, comme tu le dis, puis qu'on réattire des gens. On réattire des gens. Il y a beaucoup, mais puisque l'Afrique, Caro, on a dit que l'Afrique était truffée de matières premières. Mais il y a ça, comment faire pour aller transformer, n'est-ce pas, le minerai d'or en or pur en tant que tel. Tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre, et puis il y a le bois aussi, Caro, le bois, le soleil aussi, et là comment utiliser l'énergie solaire, tout ça c'est des choses beaucoup plus pratiques. On n'a pas besoin d'aller faire des doctorats de plus de docteurs de sociologie, de psychologie, et en faire plus en ingénierie sur le terrain. Des ingénieurs. Des ingénieurs, tout à fait. C'est intéressant finalement, Georges. On arrive quand même à se débrouiller. On espère quand même parler à ton invité, là, Madame Angot. Voilà, Marie-Louise, écoute, la prochaine fois, on a quand même pu combler ta plage, là. Voilà, c'est quand même très, très intéressant. C'est bien de parler d'éducation ici aussi. C'est la base de tout, Caro. Ici, ici aussi, il y a des lacunes, mais bref, quand on se compare, on se console. Voilà, se compare, on se console, c'est ça, Caro. Georges, merci, je te souhaite une bonne journée. Je te laisse aller justement enseigner. Oui, je vais enseigner là, évidemment. Alors, merci, Caro, et on se retrouve. Désormais, c'est mardi. On change pour la programmation d'automne. Voilà. Alors, nous, notre chronique Afrique noire sera le mardi matin. Même heure. Voilà. C'est parfait. Mais merci, Caro. Bonne journée. Bye bye. 7h29 minutes. On fait une petite pause et on se retrouve aux matins éphémères. À tout de suite.